La scène d'un maître taoïste souriant en observant un bol se briser au sol suscite généralement un étonnement immédiat. Et c'est précisément cet étonnement qui révèle quelque chose d'essentiel sur notre rapport à la perte, au contrôle et au changement. Ce type d'image nous force à revisiter des présupposés profonds sur ce que signifie rester entier lorsque tout autour semble se désorganiser. Sur la chaîne Solstice, dédiée à explorer le langage universel, la spiritualité orientale et la psychologie appliquée, nous utilisons ces scènes comme porte d'entrée pour comprendre des schémas que nous ne percevons pas au quotidien. Cet épisode commence ici parce que la brisure du bol est un symbole accessible et direct, capable d'exposer la structure invisible de nos réactions. Ce que nous offrons aujourd'hui est une plongée guidée pour ceux qui souhaitent comprendre pourquoi certaines personnes s'effondrent face à de petits événements et d'autres maintiennent une sérénité lucide devant le même impact. Ce que vous allez découvrir n'est pas du réconfort émotionnel, mais une manière objective d'interpréter le changement à partir du taoïsme. Imaginez un matin ordinaire où vous réalisez avoir perdu quelque chose d'essentiel, comme une carte ou un document, et remarquez que la frustration surgit avant même d'évaluer la gravité réelle de la situation. Cet instant révèle comment notre esprit crée des significations immédiates qui façonnent la sensation d'urgence. Dans le taoïsme, ce premier mouvement est considéré comme le point où nous commençons à nous éloigner du flux naturel. La perte en elle-même est minime, mais l'inconfort émotionnel devient disproportionné parce que nous interprétons l'événement comme révélateur d'une journée compromise. Cette distorsion n'est pas une défaillance morale, mais le symptôme d'attentes rigides qui altèrent notre perception. En observant ce schéma, nous réalisons à quel point nous réagissons davantage aux idées qu'aux faits. Cette prise de conscience ouvre un espace pour un regard plus précis sur notre propre expérience. Tout événement comporte plus de couches que l'interprétation initiale ne parvient à saisir, et cette limitation cognitive influence directement notre façon de réagir. Lorsque quelque chose se brise, se perd ou se modifie, notre perception se fixe sur l'impact immédiat sans considérer les processus qui étaient déjà en mouvement auparavant. Le taoïsme nous rappelle que le changement commence rarement au moment où nous l'identifions. En adoptant cette perspective, nous constatons que notre lecture initiale est presque toujours trop étroite pour comprendre le dessin complet de l'événement. Cette constatation diminue l'impulsion de réagir de façon exagérée ou précipitée. La sérénité ne naît pas du déni de la perte, mais de la compréhension qu'elle fait partie d'une séquence plus vaste. Reconnaître cette séquence ajuste la réponse émotionnelle à la taille réelle de l'événement. Il existe des situations où la perte prend une forme plus profonde, comme la fin d'une relation ou la dissolution d'un cycle de vie qui semblait solide. Dans ces circonstances, la sensation de rupture s'accompagne généralement de la croyance que cette forme devait rester stable. La pensée taoïste questionne précisément cette attente de permanence. En reconnaissant que toutes les formes sont sujettes à la transformation, nous percevons qu'une grande partie de la douleur naît de l'attachement à ce qui s'est déjà naturellement déplacé. Cette perception n'élimine pas l'impact, mais réduit la résistance qui amplifie la souffrance. Avec cela, nous ouvrons un espace pour comprendre le changement comme partie d'un processus vivant. Et en comprenant ce processus, la réaction devient plus fluide. Tout comme les saisons changent graduellement avant d'être reconnues, nombre de nos processus internes se transforment avant que nous puissions les nommer. Ce décalage entre ce qui se produit et ce que nous parvenons à interpréter alimente une grande partie de l'anxiété quotidienne. Le taoïsme agit précisément en réduisant cette distance par une attention affinée aux signes initiaux de changement. En développant cette perception, nous diminuons le choc face aux événements qui semblaient auparavant abrupts. Cela génère de la clarté émotionnelle et opérationnelle. La clarté amplifie notre capacité à accompagner le flux au lieu de lui résister. Et accompagner le flux réduit l'intensité des réactions automatiques. Pour conclure cette ouverture, considérez que le sourire taoïste ne marque pas la fin de la compréhension, mais le début d'une nouvelle façon de percevoir le réel. Il indique que nous cessons d'interpréter les ruptures comme des attaques personnelles et commençons à les voir comme des mouvements naturels au sein de cycles plus vastes. Ce changement de lecture dépend d'une pratique conceptuelle, non d'optimisme.
En l'adoptant, nous réduisons la friction interne face à l'inattendu. Cette réduction permet à l'esprit de travailler avec plus de précision et moins de bruit. Ce qui suit approfondit cette logique de manière structurée et accessible. Et si ce parcours résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour suivre la suite de cette vidéo. Durant la période des royaumes combattants, des récits mentionnent un artisan nommé Rong, qui travaillait à restaurer des instruments à cordes pour des érudits itinérants. Un certain matin, une variation soudaine de température fit légèrement gondoler le bois de plusieurs pièces, rendant impossible leur accordage à ce moment-là. Les apprentis interprétèrent l'événement comme signe d'une défaillance irréversible et s'inquiétèrent de la possibilité de perdre des semaines de travail. Rong observa le désalignement des cordes, toucha la surface du bois et sourit tranquillement. Ce sourire n'exprimait pas une acceptation passive, mais la reconnaissance que les changements brusques de climat précédaient toujours une période de stabilisation naturelle. Il savait que le bois réagirait à l'air sec avant de revenir graduellement à sa forme adéquate. L'adversité ne représentait pas une rupture, seulement le moment initial d'un ajustement temporaire. En fin d'après-midi, lorsque les apprentis insistèrent pour tenter de corriger les instruments immédiatement, Rong expliqua que toute intervention précipitée créerait plus de distorsions que de solutions. Il souligna que certaines instabilités n'ont pas besoin d'être combattues parce qu'elles font partie du comportement naturel du matériau. Le bois, selon lui, révélait seulement sa sensibilité à l'environnement et non un défaut structurel. Les jeunes furent surpris par le calme du maître, mais remarquèrent qu'il analysait le processus avec une attention patiente. Le sourire était apparu parce qu'il reconnaissait le début d'un cycle qu'il connaissait depuis des années antérieures. Cette familiarité avec le rythme du bois réduisait l'urgence émotionnelle face à l'imprévu. Rong comprenait que forcer des corrections prématurément transformerait une oscillation commune en problème réel. Avec l'approche de la nuit, les instruments demeuraient désalignés, mais la situation ne provoquait aucune tension chez Rong. Il marchait entre les pièces, notait de petits changements et attendait les signes qui surgiraient lorsque la température ambiante se stabiliserait. Les apprentis trouvaient étrange de ne pas intervenir face à l'adversité, mais Rong observait cela comme partie du fonctionnement naturel de l'atelier. Il expliquait que l'instabilité n'était pas une exception, mais une composante inévitable du métier. En percevant cela, il affirmait que chaque phase exigeait une qualité spécifique d'attention. Le sourire qui surgissait occasionnellement reflétait cette clarté, non un détachement émotionnel. La compréhension du flux suffisait à ajuster sa réponse. Le lendemain matin, le bois commença à retrouver sa tension originale, confirmant ce que Rong avait anticipé. Il montra aux apprentis que les instruments affectés revenaient graduellement à leur format, sans besoin d'intervention forcée. Cette observation transforma l'inquiétude initiale en curiosité technique. L'adversité survenue la veille cessa d'être interprétée comme menace et devint une partie prévisible du cycle naturel. Rong insista sur le fait que reconnaître les schémas est ce qui permet de distinguer ce qui exige action de ce qui requiert patience. Son sourire n'exprimait pas de supériorité, mais une compréhension accumulée par des années de contact avec les mêmes phénomènes. Cette posture enseignait que l'instabilité ne signifie pas l'échec du processus, mais la transition. Au fil des heures, les apprentis commencèrent à remarquer que la difficulté de la veille avait révélé davantage sur leurs propres impulsions que sur les instruments. Ils identifièrent à quel point ils réagissaient rapidement à la sensation de perte, sans observer la nature du changement. Rong souligna que cette réaction immédiate déforme la compréhension des phénomènes et crée une tension inutile. Il renforça que l'adversité comporte des phases distinctes qui doivent être reconnues pour éviter les décisions précipitées. Le sourire du maître, dans ce contexte, évoquait la différence entre perception large et lecture étroite. Cette différence est ce qui sépare l'action adéquate du mouvement impulsif. Le récit de l'atelier illustrait clairement cette distinction. En fin d'après-midi, les instruments étaient à nouveau stables et Rong entama le processus d'accordage sans difficulté. Les apprentis suivirent le travail attentif, au fait qu'aucune des mesures redoutées la veille n'avait été nécessaire. Rong souligna que comprendre le flux évite l'usure physique, mentale et matérielle.
Il insista sur le fait que la sérénité n'exclut pas l'attention, mais oriente la manière dont l'attention est appliquée. Le sourire naturel qui surgissait pendant qu'il accordait les cordes marquait la reconnaissance que l'instabilité avait déjà rempli son rôle. Rien dans la posture du maître n'était théâtral ou symbolique. C'était simplement une lecture précise du comportement du matériau. Cette lecture transformait l'incertitude en ordre compréhensible. En terminant la journée, Rang expliqua que des adversités comme celle-ci ne doivent pas être considérées comme des échecs inattendus, mais comme partie intégrante de la respiration propre au processus vivant. Il renforça que la compréhension de la nature transitoire rend la réaction plus équilibrée et évite les interprétations dramatiques. Le bois avait montré exactement ce qu'il montre chaque année, et il avait simplement accompagné le mouvement naturel. Son sourire final était une réponse spontanée à la confirmation du schéma qu'il avait anticipé. Cette réponse découlait de l'alignement entre perception et phénomène, non d'optimisme ou de déni du problème. Pour les apprentis, cette expérience inaugura une façon différente de regarder l'instabilité. Et si vous souhaitez suivre comment ce principe se rattache à d'autres aspects de la pensée taoïste, continuez à regarder la vidéo. Lorsque nous analysons des situations d'instabilité, nous constatons que la réponse immédiate suit généralement un schéma mental rigide qui amplifie l'inconfort et réduit la clarté décisionnelle. Beaucoup tentent de compenser la sensation de perte par des actions accélérées, comme réorganiser tout de façon compulsive ou chercher des solutions avant de comprendre la nature du problème. Ce mouvement génère des effets secondaires prévisibles, comme l'épuisement cognitif et des décisions prises sans critères adéquats. Dans des contextes d'adversité, ces impulsions produisent plus d'interférences que de résultats, car elles opèrent contre la manière dont les systèmes biologiques et émotionnels se régulent. La tentative d'imposer un ordre immédiat interrompt des processus qui, s'ils étaient observés, se réorganiseraient naturellement. C'est pourquoi penser à des alternatives pratiques exige de comprendre que forcer des réponses intensifie le désalignement interne. Et ce désalignement déforme la capacité d'interpréter ce qui se passe réellement. Parmi les approches qui nuisent le plus à l'adaptation figurent la rumination prolongée, la réorganisation compulsive et l'usage excessif de stratégies de contrôle mental. Ces méthodes semblent productives à court terme, mais activent des réseaux neuronaux associés à l'hypervigilance, ce qui augmente la pression physiologique sur le corps et réduit l'efficacité cognitive. Au lieu de résoudre le problème, elles le fragmentent en multiples micro-préoccupations qui saturent l'attention. Des études en neurosciences montrent que ce type d'effort continu réduit l'activité du cortex préfrontal et augmente la libération de cortisol. Ce schéma hormonal interfère directement avec la prise de décision et diminue la capacité à reconnaître les nuances importantes dans la situation. Ainsi, la solution impulsive devient plus préjudiciable que l'adversité initiale. Et comprendre cette dynamique est la première étape pour trouver des pratiques plus fonctionnelles. Une pratique peu connue, mais soutenue par des preuves scientifiques, est l'utilisation de ce qu'on appelle l'intervalle perceptif dirigé, une méthode qui consiste à interrompre le cycle réactif au moyen de micro-observations structurées. Cette procédure n'est pas de la méditation traditionnelle, mais une technique de modulation cognitive qui réduit l'hyperprétation et améliore la précision perceptive. Elle se base sur des recherches portant sur l'attention focalisée et la surveillance ouverte, qui montrent que de petites pauses orientées suffisent à réorganiser les schémas neuronaux de réponse. L'intervalle perceptif agit comme une réinitialisation du flux mental et empêche que des interprétations précipitées ne définissent l'expérience. Dans les moments d'instabilité, appliquer cette technique réduit l'impact émotionnel sans bloquer la perception de ce qui importe vraiment. Elle ne requiert ni croyance ni préparation prolongée, seulement une orientation claire. Et son efficacité tient précisément à l'interruption de l'escalade automatique de tension. Pour appliquer l'intervalle perceptif dirigé, il est nécessaire d'établir un point d'observation concret qui réduise les abstractions et maximise les informations sensorielles. La pratique consiste à choisir un détail présent dans l'environnement et à l'analyser durant 3 cycles de respiration, sans chercher de signification ou de conclusion.
Cette action active des réseaux de traitement qui diminuent la surinterprétation et amplifient la capacité à comprendre le phénomène sans anxiété. L'impact physique se produit parce que cette pause modifie le schéma respiratoire, réduisant l'activité de l'amygdale et rétablissant l'équilibre autonome. Ce changement physiologique rouvre la possibilité d'interpréter le contexte de façon plus large et moins défensive. C'est pourquoi l'intervalle perceptif n'est pas un exercice de calme, mais de précision. Et cette précision est ce qui permet de répondre avec sérénité sans tomber dans l'inaction. Lorsqu'elle est pratiquée dans des situations d'adversité légère ou modérée, cette méthode révèle qu'une grande partie de l'inconfort initial était construite par des interprétations automatiques. Nous percevons que l'instabilité n'est pas une menace, mais un signe de réorganisation en cours. En observant le phénomène sans interférence impulsive, il devient évident que certains changements exigent une accommodation, non une correction immédiate. Cette prise de conscience réduit la tendance à amplifier des problèmes qui ne nécessitent pas d'intervention. Elle évite également des mesures extrêmes qui pourraient compromettre la stabilité future. Ainsi, transformer la première impulsion en observation orientée préserve l'énergie cognitive et augmente la qualité de l'action postérieure. Et c'est ce gain de précision qui différencie réaction et réponse. En plus de réduire les réponses impulsives, l'intervalle perceptif dirigé améliore la qualité des décisions subséquentes en rétablissant la proportion entre stimulus et interprétation. Il organise l'espace interne nécessaire pour distinguer ce qui est essentiel de ce qui n'est que bruit émotionnel temporaire. La neuroscience montre que cette distinction n'intervient que lorsque le cortex préfrontal reprend son rôle régulateur après l'interruption de l'hyperactivité limbique. Cela signifie que la pratique ne fait pas que calmer, mais améliore la capacité analytique dans les moments critiques. Dans des situations qui semblent désordonnées, cette clarté transforme la lecture des événements. Ce qui semblait perte absolue se révèle comme transition encore incomprise. Et c'est dans cette transition que la sérénité prend un sens concret. L'application pratique de cette méthode démontre qu'insister sur des solutions immédiates génère une friction avec des processus qui n'ont pas encore complété leur phase d'ajustement. En revanche, observer l'instabilité avec précision lui permet de remplir son rôle sans produire d'effondrement secondaire. Cette approche n'élimine pas le problème, mais réduit drastiquement l'impact émotionnel qui déforme l'interprétation initiale. Elle enseigne aussi que l'adversité n'est pas une indication d'échec, mais partie d'un cycle naturel de changement. Ainsi, le sourire taoïste cesse d'être une métaphore pour devenir conséquence de compréhension. La perception amplifie la tolérance à l'impermanence et neutralise les réponses disproportionnées. Et si ce raisonnement résonne en vous, commentez en écrivant « Je choisis de répondre à la vie avec un sourire de lucidité ». La pratique de l'intervalle perceptif dirigé peut être comprise comme un outil de réorientation de l'attention, structuré pour interrompre les schémas automatiques d'interprétation et rétablir la discrimination précise entre sensation et récit mental. La psychologie cognitive démontre que le cerveau comble rapidement les lacunes lorsqu'il rencontre l'instabilité, créant des explications avant d'observer les faits avec clarté. Les traditions spirituelles orientales, particulièrement le taoïsme, traitent ce mécanisme comme une source centrale de déséquilibre, car il empêche la perception de la nature transitoire des phénomènes. Lorsque l'attention est redirigée vers un point concret, il se produit un ralentissement naturel des processus interprétatifs qui alimentent anxiété et impulsivité. Ce ralentissement n'est pas artificiel, mais correspond à la façon dont le système nerveux réajuste son activité face à des stimuli contrôlés. Le taoïsme comprend ce retour au présent comme alignement au flux, tandis que la psychologie le décrit comme régulation autonome. Dans les deux cas, la pratique établit le point de départ pour une réponse plus lucide. Nous observons qu'elle réduit la dominance des circuits de menace et réorganise la hiérarchie entre perception directe et interprétation abstraite. L'amygdale, responsable des réponses émotionnelles rapides, perd de sa force lorsque l'attention est dirigée de façon structurée, permettant au cortex préfrontal de retrouver sa fonction intégratrice. Ce processus crée un espace cognitif
pour percevoir des nuances qui, auparavant, étaient occultées par des réactions automatiques. La spiritualité bouddhiste offre également une lecture complémentaire en expliquant que la souffrance naît de la fusion entre événements et significations construites, ce qui déforme l'interprétation du présent. L'intervalle perceptif s'aligne sur cette vision en séparant expérience directe et jugement mental, favorisant une clarté progressive. Cette séparation diminue l'intensité émotionnelle qui accompagne les changements, permettant de reconnaître le caractère naturel du flux au lieu d'y résister. Lorsque cela se produit, l'instabilité cesse d'être perçue comme menace et se révèle comme partie d'un processus continu de réorganisation. Le sourire taoïste, dans ce contexte, surgit comme reflet spontané de la reconnaissance que rien n'est immobile et rien ne demeure fixe. La réponse émotionnelle se dissout parce que l'individu comprend que le mouvement était déjà en cours avant la perception consciente. Enfin, la pratique démontre que la sérénité n'est pas absence d'impact, mais capacité d'interpréter l'instabilité avec amplitude. Le sourire apparaît comme effet secondaire d'un esprit qui comprend la nature transitoire et cesse de réagir à chaque oscillation comme si elle était définitive. Il symbolise une réconciliation entre fonctionnement psychologique et vision spirituelle du mouvement continu. La psychologie explique cet état comme autorégulation efficace, tandis que le taoïsme le décrit comme alignement à la voie naturelle. Dans les deux cas, le résultat est clarté et réponse proportionnelle aux exigences du moment. Si vous souhaitez aller plus loin dans la pratique de ce type de clarté, laissez dans les commentaires. Je choisis de comprendre avant de réagir. En arrivant au terme de cette réflexion, surgit naturellement la question qui traverse le cœur du taoïsme. Qu'est-ce qui en nous insiste à lutter contre ce qui est déjà en train de changer? Et qu'est-ce qui en nous reconnaît le mouvement avant même de le comprendre? Cette question n'exige pas de réponse immédiate, car sa fonction est d'ouvrir un espace intérieur et non de le remplir. La lucidité cultivée ici révèle qu'accompagner le flux n'est pas renoncer à l'action, mais comprendre le moment approprié d'agir. La sérénité devient moins un idéal et davantage un résultat de l'alignement entre perception et réalité. Ceux qui ont parcouru ce chemin conceptuel ont déjà perçu le bénéfice direct. L'esprit se réorganise lorsque le monde semble dispersé. Cela ne clôt pas le thème, mais montre simplement qu'il se déploie avec plus d'amplitude que nous l'imaginions. Et cette amplitude est une invitation à observer son propre rythme. Il y a une valeur particulière à reconnaître que chaque adversité contient non seulement ses difficultés, mais sa propre logique de transformation. Cette logique apparaît lentement, comme quelque chose qui était présent depuis le début, mais que nous n'avions pas encore la clarté de voir. Le sourire taoïste surgit précisément à ce point où perception et processus se rencontrent. Il ne marque ni victoire, ni soumission, mais l'instant où la résistance cesse d'être nécessaire. La compréhension atteinte jusqu'ici offre un type de légèreté qui ne dépend pas de la circonstance, mais de la lecture que nous en faisons. Cette légèreté réorganise la façon dont nous touchons l'expérience, avec plus de précision et moins de bruit. Et en touchant l'expérience de cette manière, nous commençons à percevoir que le changement est rarement un ennemi. Enfin, cette conclusion ne clôt pas le voyage. Elle marque simplement un point où vous pouvez respirer avant de poursuivre. Chaque réflexion semée ici peut germer différemment, selon le moment où elle sera revisitée. La non-conclusion zen offre précisément cela. Un espace pour continuer à réfléchir sans l'obligation d'arriver à une réponse fixe. Que cette ouverture vous encourage à observer votre propre expérience avec plus de calme et de profondeur. Si quelque chose vous a touché, partagez dans les commentaires ce que vous avez perçu au cours de ce parcours. Votre observation peut aider d'autres personnes à reconnaître leur propre schéma. Et si vous souhaitez continuer à élargir cette clarté, notre voyage reste disponible pour être suivi.